Alors, René Quinton était ce que nous on appellerait encore un homme de la Renaissance. C'est-à-dire il a touché plusieurs disciplines et brillamment. Il a été héros de guerre alors qu'il ne devait pas être mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Il a commencé comme soldat, il a terminé comme lieutenant-colonel. Il a été critique littéraire. Il a été le précurseur de l'aviation en France, avec les Blériot, Latran, Santos Dumont. Parce qu'en fait, son travail avec le professeur Marais au Collège de France l'avait fait un expert sur le vol des oiseaux et le design des ailes. Donc il a fait le design des ailes pour tous les nouveaux avions à l'époque. Et surtout, il était biologiste et physiologiste, qui est la partie qui nous intéresse comme laboratoire. Et sa plus grande découverte pour nous est la découverte de l'identité entre l'eau de mer isotonique et les liquides organiques. Cette identité que lui au début il a eu l'intuition, si vous voulez, à travers un parcours génial d'idées qui sont venues s'ajouter et qui l'ont amené à faire toute une théorie sur l'apparition de la première cellule sur la planète. C'est une apparition marine, donc dans l'océan, de cette première cellule. Tout commence dans le canal de la Manche. Dans le canal de la Manche, il y a une grande concentration de phytoplancton. L'importance du phytoplancton est grande car c'est à travers le phytoplancton que les minéraux inorganiques se transforment en organiques, c'est-à-dire totalement biodisponibles pour les organismes supérieurs. Donc il faut aller pomper l'eau de mer juste en dessous des couches de phytoplancton qui seront riches en éléments biodisponibles. On pompe dans le canal de la Manche pour une deuxième raison, c'est l'aspect des marées, parce qu'il y aura un grand mouvement qui va dynamiser les eaux du canal de la Manche. Donc on pompe l'eau au canal de la Manche. Il y a déjà une filtration qui est faite in situ sur le bateau à 1 micron. Ensuite, nous amenons du canal de la Manche de Saint-Malo exactement jusqu'en Espagne par camion frigorifique des containers d'eau de mer de 1000 litres. Et une fois que l'eau de mer arrive au laboratoire, nous filtrons à nouveau à 1 micra et ensuite à 0,22 micra pour faire le produit. Il y a une chaîne du froid à respecter. C'est pour ça qu'on maintient toujours l'eau en matière première entre 4 et 6 degrés. Et ensuite, une fois que l'eau de mer est dans l'ampoule, totalement stérile, on peut maintenir une autre température, une température ambiante, parce qu'en fait, ça y est, l'ampoule est totalement scellée, et donc il n'y aura pas de contamination, il n'y aura pas de manipulation physique, chimique ou électromagnétique de cette eau de mer. On est obligé de faire un produit stérile, donc la seule manipulation qu'on va avoir, c'est la microfiltration à 0,22 microns à froid, aucune hausse de température, surtout qu'il faut reprendre la théorie de René Quinton. L'apparition de la vie sur la Terre, la première cellule, serait apparue à 44 degrés. 44 degrés est le seuil de la brûlure chez l'être humain. C'est aussi le seuil de l'activation de certaines protéines. À partir de 44 degrés, elles sont complètement détruites. Et aussi, à partir de 44 degrés, il a été démontré que l'eau chauffée à partir de cette température produit des radicaux hydroxyle et hydrogène en excès. Donc négatif dans ce cas-là pour l'être humain. Donc il y a vraiment une relation entre la température et cette apparition de la vie. Donc à aucun moment du processus de fabrication, il faut élever l'eau de mer à plus de 40 degrés. Réellement à plus de la température ambiante. Le Quinton hypertonique, c'est de l'eau de mer pure, filtrée à 0,22 microns, qui s'utilise simplement dans des grandes nécessités de minéraux. Fatigue physique et psychique, entraînement sportif intense, et dépression parce que l'eau de mer hypertonique contient 4 fois plus de magnésium que le sang. Donc, il y a un grand apport de magnésium qui aidera beaucoup la dépression. Tout le reste se fait avec du Quinton isotonique réellement. Le Quinton isotonique, c'est vraiment l'identité entre le liquide organique et l'eau de mer isotonique.
Donc c'est pas un substitut, mais ça va aider donc à rééquilibrer notre liquide organique. Donc chaque fois qu'on a une maladie chronique ou qu'on recherche un équilibre, mais plus à long terme, on utilisera l'isotonique. Alors historiquement, le plasma de Quinton a été utilisé en injectable comme sérum-fi, c'est-à-dire toute déshydratation des bébés, choléra infantile, atrepsie, gastro-entérite, entérite aiguë, toxicose. Si on prend le Vidal de 1975, qui est quand même la référence des médicaments en France, vous avez une liste énorme de pathologies qui peuvent être traitées avec le plasma de Quinton. Aujourd'hui, il a été démontré quand même que l'eau de mer n'agit pas contre une maladie. L'eau de mer est l'élément qui rétablit l'homéostasie, qui rétablit l'équilibre. En fait, la définition de santé comme équilibre de l'organisme est essentielle. Le Quinton, le plasma de Quinton, le Quinton isotonique, arrive à rééquilibrer tous les facteurs de régulation de notre organisme. Comment ? Nous avons démontré aujourd'hui qu'à travers la nutrition cellulaire, à travers la nutrition en fait, des gènes que contient chaque cellule, nous sommes capables de nourrir correctement ces gènes pour une correcte lecture, transcription et expression de ces gènes. Ce sont les gènes réellement qui vont réagir face aux agressions externes que subit l'organisme. C'est eux qui vont être capables de produire une enzyme, de produire une protéine qui va faire que l'organisme réponde aux agressions. C'est-à-dire, au début, si quelqu'un me pose la question de à quoi sert le plasma de Quinton, je dirais à rien. Le plasma de Quinton sert à nourrir correctement des gènes et c'est eux qui réagissent vis-à-vis des maladies. Pas le plasma de Quinton. Il n'y a pas d'action contre quelque chose. Il y a une action en faveur d'eux. Lorsque j'étais enfant, peut-être, je ne me rappelle pas très bien, mais je me souviens lorsque je suis rentrée en milieu hospitalier, j'avais exactement 20 ans, je savais déjà me servir de l'eau de Quinton. Donc je connaissais, non pas parce que j'avais lu des articles, je n'avais rien lu, mais parce qu'on me l'avait transmis, que cette eau avait cette capacité notamment de soigner les bébés. Et que c'était un très bon moyen pour éviter les états de déshydratation lorsqu'il y avait des épisodes de diarrhée aiguë chez les enfants. Et donc j'ai toujours utilisé l'eau. Et cette eau m'a toujours paru être l'élément de base, étant donné que nous sommes faits de, suivant l'âge, 90, 60, 70, 60% d'eau, en fonction de l'âge que nous avons, et que donc c'est notre élément, c'est l'élément dans lequel nous baignons. Donc, pour moi, utiliser Quinton, ça a toujours été un réflexe. Je l'ai toujours bien perçu, et il est vrai aussi qu'après, plus tard, je me suis rendu compte que le Quinton était inscrit dans le Vidal. Donc, étant inscrit dans le Vidal, il y avait un AMM. Donc, il était remboursé. Et lorsque j'ai commencé à soigner, notamment les bébés sur la région parisienne, où je soignais beaucoup, beaucoup d'enfants, eh bien, je disais toujours aux gens, il faut avoir chez vous et du Quinton, et des probiotiques. On ne l'appelait pas des probiotiques, on l'appelait des lactobacilles à l'époque. Il y avait des ampoules. Et je disais, c'est un élément de base. Ça, du Quinton et un tout petit peu d'aspirine où je le faisais diluer très très peu. Je disais aux gens, si vous ne savez rien faire, quoi faire au départ, vous avez déjà ça. Donc, ça permettait à chaque famille d'avoir une autonomie. Et ça permettait d'avoir moins peur. Donc, l'eau, pour moi, c'est primordial. René Quinton avait démontré l'identité entre les milieux organiques et l'eau de mer isotonique. L'eau de mer isotonique contient jusqu'à 78 éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Ce sont les 78 éléments naturels, parce que les autres ils sont radioactifs ou artificiels. Nous avons démontré avec des analyses de l'université d'Alicante la présence de ces 78 éléments. René Quinton avait déjà avait l'intuition qu'il devait y avoir tous les éléments, mais il avait pu démontrer que la présence de 22 éléments, 22 ou 25, je ne me souviens plus exactement. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, il est démontré que, par exemple, l'excès de cuivre va inhiber le zinc, ou l'absence de cuivre inhibera le zinc aussi.
Donc il doit y avoir une proportion entre le cuivre et le zinc exacte. Bon, mais cette proportion se répète sur tous les éléments réellement. Donc tous les éléments sont étroitement reliés. Si vous avez l'absence d'un seul élément, vous avez toute la chaîne qui tombe. Donc quel est le liquide qui contient tous ces éléments et totalement biodisponible? L'eau de mer. 78 éléments totalement biodisponibles pour l'organisme. Ça, c'est la grande découverte de René Quinton. Eh bien, j'ai toujours cru à cette histoire d'ionisation. Et il est vrai que lorsqu'on fait la médecine et que on ne fait pas d'enseignement sur l'eau, mais on nous apprend la biochimie, on nous apprend, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Et donc, en fait, tout est diélectrique. Donc, moi, cette eau ionisée, elle m'a toujours parlé à cause de cela. Donc, en fait, chaque fois que j'avais à soigner quelqu'un, je commençais toujours par leur dire « mais vous allez boire ». Donc, je leur disais « cherchez des eaux de source ». Dans les bouteilles, on en trouve. Je ne m'occupais pas encore des pH. Et je leur disais, s'ils étaient très malades ou s'ils avaient des... Je m'étais rendu compte que beaucoup de choses démarraient avec l'intestin. Et je disais, la première chose à faire, c'est comme une plante. Il faut lui donner de l'engrais, un bon engrais ou un bon terreau, et de l'eau. Donc, j'ai toujours utilisé l'eau. Et ça a été à la base de toutes mes thérapeutiques. Et puis après, c'est l'expérience. Pour l'homéopathie, je me rendais compte, par exemple, que j'ai soigné beaucoup d'élèves de l'école de sages-femmes de Port-Royal à Paris. Je les avais toutes. Et quand je donnais des isothérapiques, c'est-à-dire des remèdes préparés avec, par exemple, les vaccins, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines, je leur déclenchais des crises d'angoisse absolument phénoménales. Je me posais des questions, je me disais, c'est le hasard, c'est pas le hasard. Et du coup, je me suis mise à changer mes hauteurs de dilution, je parle en tant qu'homéopathe là, et à utiliser beaucoup plus le Quinton pour équilibrer. Je me suis aperçue en faisant cela que les gens allaient beaucoup mieux. Donc j'ai dit, je vais le faire systématiquement. Et donc et en plus les gens souvent avaient des peaux déshydratées, je touchais beaucoup les gens aussi, hein. J'écoutais la peau. Une peau, ça se sent. Hein. On voit bien si les gens boivent. Et puis je leur posais, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? C'est quand même... c'est vraiment l'huile que l'on met dans le moteur, hein, ou l'essence que l'on met dans le moteur. Donc à partir de là, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui ne buvaient pas, ou qui buvaient très mal. Et moi, l'eau du robinet, je me disais, c'est quand même pas de l'eau de source. Et donc j'avais tendance, et c'est l'expérience, c'est la répétition des expériences qui ont fait que, après j'ai soigné des gens, notamment toutes les diarrhées, tous les problèmes intestinaux. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'utilisais cette eau de Quinton et que j'utilisais ces lactobacilles ou ces probiotiques, j'avais dans le temps des améliorations au point de vue santé qui étaient considérables sur des maladies comme des polyarthrites rhumatoïdes ou même des douleurs rhumatismales. Et je me suis dit, mais ça démarre de l'intestin. Et l'intestin, d'abord, il faut qu'il y ait de l'eau. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit toujours qu'avant de manger, il faut hydrater l'estomac. Il faut mettre de l'eau. Donc voilà, l'eau, c'est à la fois une partie instinctive, la façon dont j'ai été élevée, certainement, et puis, au fur et à mesure, la mise en place des connaissances. Voilà, je pense que c'est comme ça que, pour moi, l'histoire de l'eau a démarré. Et après, l'eau de Quinton, après, c'est l'expérience. Vraiment, les gens étaient très fatigués, il suffisait de donner du Quinton hypertonique pendant quelques temps, et on les rééquilibrait. Je savais que le Quinton contenait beaucoup de magnésium. J'ai traité beaucoup d'états dépressifs. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en faisant des injections de magnésium, avec du magnésium intraveineux, en faisant faire des injections, une ou deux, des fois, je faisais sortir les gens d'un état dépressif, mais très, très rapidement. C'est l'expérience, après. Je m'appuyais sur des connaissances des anciens en lisant des façons de faire des anciens, notamment des anciens homéopathes, les premiers homéopathes. Et c'était des gens qui avaient le sens de l'observation, de l'écoute, toutes les matières médicales qu'ils avaient faites, ils les avaient faites eux-mêmes, les pathogénésies, c'est eux-mêmes qui les avaient réalisées. Donc ils savaient observer, écouter, hiérarchiser, ils avaient ce quelque chose que vous donne le temps. On ne peut pas faire ça en 10 minutes, hein. C'est pas vrai. Donc ils avaient le temps où ils se donnaient le temps. Et moi, je me suis donné ce temps aussi.
Et c'est à la base, après, de tout le reste. Bon, par exemple, on a toutes les pathologies ORL. Aujourd'hui, sur le marché, il y a de nombreux sprays qui s'utilisent, qui sont des sprays d'eau de mer. Le nôtre aussi, le Quinton aussi, pour tout ce qui est bronchite, asthme, n'importe quelle sinusite, rhinite, etc. Là, vous avez une documentation énorme sur les succès de l'eau de mer dans ce genre de pathologie. René Quinton a travaillé beaucoup la dermatologie. Tous les problèmes d'eczéma, psoriasis, lupus, etc. Aujourd'hui, on obtient d'excellents résultats sur ces dermatites atopiques, sur ces eczémas. On utilise beaucoup le Quinton isotonique en buvable pour ces problèmes de peau, et en usage topique avec un spray sur la peau. En fait, tous les dermatologues recommandent normalement aux patients qui ont des psoriasis et des eczémas durables des séjours à la plage. Parce qu'on sait que l'eau de mer, la présence de tous ces éléments anti-inflammatoires vont permettre un nettoyage des lésions dermatologiques. Mais nous, on est allé un petit peu plus loin. On a beaucoup travaillé la pédiatrie en général et aussi la médecine du sport. En fait, le Quinton hypertonique, l'eau de mer hypertonique, est un élément récupérateur pour tous les sportifs d'élite. On travaille avec de nombreux clubs de foot, de basket, des professionnels du tennis, qui utilisent le Quinton isotonique pour éviter la fatigue, en fait. En fait, ils ont des grandes pertes de minéraux, et le Quinton hypertonique est un apport naturel, non dopant, de tous ces minéraux. Et ce qui permet un entraînement intense, continu, sans fatigue. L'argumentation de la médecine sera que, mais peut-être que c'était un placebo, mais un bon placebo, ou quel est un bon placebo, mais peut-être qu'il avait pris des médicaments avant qui étaient susceptibles de l'avoir déjà soigné. Donc c'est une vérité que vous ne pourrez jamais démontrer comme ça. La seule chose que je pourrais dire et qui était irréfutable, c'était par rapport aux chats. Effectivement, j'ai soigné des chats avec le typhus, où le vétérinaire me disait faut le piquer, il va mourir. Je disais non, moi piquer un animal, je peux pas. Et je rentrais chez moi et avec de l'homéopathie et du Quinton, je soignais mon typhus. Une autre fois, c'est un chat qui a fait une thrombose de l'artère rénale, donc avec une paralysie du train arrière. C'était toujours des chats sauvages qui venaient chez moi. J'avais un jardin et une fois qu'ils étaient là. Et donc c'est pareil, j'ai pas voulu piquer cette bestiole qui était paralysée du train arrière avec des... Et donc j'ai travaillé comme si j'étais encore kinésithérapeute. J'ai mis des plaquettes sous les pattes parce qu'elle perdait ses ongles. Je l'ai mise dans une boîte à chaussures. Je lui faisais du Quinton en hyper et en iso régulièrement, et je l'ai traité par homéopathie. J'ai mis 2 mois et cette chatte a regrimpé aux arbres. Des trucs comme ça, je peux vous en... Effectivement. Après, c'est sûr que je me suis dit, mais si ça marche pour les animaux, peut-être que je peux aider les gens. Donc j'ai fait. Mais vous citez des cas précis, sans avoir les dossiers. Tous mes dossiers, je les ai donnés. Non, je ne le ferai pas. Parce que ça n'est pas une preuve. Ça ne serait pas une preuve. Ça ne prouverait rien du tout. Donc, ça ne fera avancer personne. Voilà, c'est pas la peine. En fait, nous, en 1996, quand on a racheté le laboratoire, notre idée était de redevenir un médicament. Il ne faut pas oublier que le plasma de Quinton a été médicament en France jusqu'en 1993. Remboursé par la Sécurité sociale française jusqu'en 1982. Simplement, le laboratoire à l'époque n'avait pas les moyens et n'a pas renouvelé ses AMM. L'ancien propriétaire avait décidé en fait de devenir un complément alimentaire. Nous, lorsque nous avons installé le laboratoire en Espagne, nous avons voulu installer un laboratoire pharmaceutique d'abord, et ensuite le grand objectif du laboratoire est de redevenir un médicament injectable sur le Quinton isotonique, l'ancien plasma de Quinton. Donc on a eu
on a eu plusieurs problèmes réellement pour faire du protocole originel de René Quinton un protocole pharmaceutique. C'est pour ça que nous, on a épluché le protocole originel de Quinton et on a essayé de maintenir l'idée principale de ce protocole. La stérilisation par microfiltration à froid, qui est très importante, le pompage de l'eau de mer dans des endroits bien précis qui correspondent au vortex marin, et l'isotonie par mélange avec une eau de source et pas avec une eau distillée. Parce qu'on reviendrait à de l'eau chauffée, alors qu'une eau de source, une eau naturelle, vivante, est davantage en cohérence avec les théories de René Quinton. Donc tout ce protocole a été mis en place dans un laboratoire pharmaceutique pour faire un produit, pour l'instant, complément alimentaire, mais avec un objectif de la part de la direction du laboratoire de redevenir médicament injectable. Nous avons repris les expériences de René Quinton, d'Alexis Carrel et d'Ivo Pitangui sur le maintien de certaines cellules, tissus et organes dans de l'eau de mer. René Quinton a fait des expériences sur les leucocytes de sang humain, parce que le leucocyte est la cellule blanche la plus sensible de notre organisme. Elle ne survit pas dans un liquide artificiel, 1 heure ou 2 heures maximum, alors que dans de l'eau de mer isotonique, elle peut survivre plusieurs heures et même des jours. Le docteur Ivo Pitangui au Brésil, qui est le numéro 1 en chirurgie esthétique du monde, fait des cultures de peau dans de l'eau de mer isotonique. Et ensuite, Alexis Carrel a été très connu, quand même prix Nobel de médecine en 1912, très connu par ses travaux avec un liquide inconnu. Il a fait maintenir des cœurs de cobayes sans nécrose, vivants, plus de 90 jours. Nous avons proposé ces 3 expériences à l'université d'Alicante, de les reprendre et de réellement démontrer l'efficacité de l'eau de mer vis-à-vis des sérums et des produits utilisés, des liquides utilisés dans le maintien de tissus et la transplantation d'organes, par exemple, pour conserver les organes. Nous sommes encore sur la première phase des travaux, mais les premiers résultats sont très concluants. Il y a quand même une grande amélioration du maintien des cellules blanches sur de l'eau de mer isotonique que sur les RPMI, qui est l'expression qu'on utilise sur les sérums Phi pour faire la culture de cellules. Donc nous sommes au premier stade de ces expériences sur les cellules. Le deuxième stade que nous allons mettre en marche maintenant, c'est la culture de peau dans de l'eau de mer isotonique. Et ensuite, on passera à la conservation des organes. Donc nous pensons que dans quelques années, nous aurons un produit à base d'eau de mer pour conserver les organes. Il y a 2 aspects à tenir en compte. D'une part, l'aspect comme laboratoire pharmaceutique, toutes les normes de qualité sont appliquées sur l'eau de mer. Donc forcément, une eau de mer avec des hydrocarbures ou une eau de mer avec des pesticides serait rejetée automatiquement aux premières analyses que nous réalisons. Ce qui nous a lancé un petit peu sur les études de régénération de l'eau de mer, c'était justement de trouver la meilleure eau de mer, d'abord. Et on est arrivé à la conclusion que l'eau de mer a une puissance de régénérescence incroyable. À la Seconde Guerre mondiale, 2 porte-avions américains ont coulé dans le Pacifique, le Yorktown et le Lexington. Et dans les années 60, ils ont voulu aller voir les réservoirs de fuel, si ils étaient toujours pleins, pouvoir retirer le fuel pour qu'il n'y ait pas de marée noire. Quand ils sont allés voir les réservoirs étaient totalement vides. En fait, il existe des bactéries oléophages, qui mangent le fuel sans problème dans l'eau de mer. Il y a 4 ans, en Espagne, on a eu une grande marée noire en Galicie. Tous les scientifiques, à un certain moment, ont dit les 10 prochaines années, on ne va pas pouvoir pêcher dans les rias gallegas, qu'on dit ici. Et au bout de 6 mois, les fonds marins étaient totalement propres.
C'est-à-dire, réellement, le pouvoir de régénérescence de l'eau de mer est incroyable. La dernière anecdote qu'on peut raconter à ce sujet, ce sont les grands bidons avec les résidus radioactifs qu'on a jetés depuis les années 60 dans certaines fosses des océans. Il y a eu une expérience, je crois, patrocinée par Greenpeace, qui sont allés voir exactement l'état de ces bidons. Les bidons étaient totalement ouverts, avec les barres d'uranium en contact direct avec l'eau et sans radioactivité. Donc en fait, l'eau de mer est capable de tout transformer. Vraiment, nous on pense, et bon, vu les photos satellites que dispose l'Agence américaine de conservation et surveillance des océans, les océans sont propres. Il est vrai qu'il existe une grande contamination au niveau des côtes, mais pas au niveau des océans, pas au niveau du large. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un journaliste en 1921, je ne sais plus exactement, c'est 21-25, journaliste de l'Intransigeant, un journal parisien, qui avait fait une phrase excellente qui était « Louis Pasteur nous a apporté une conception de la maladie, René Quinton nous apporte une conception de la santé. » La partie donc du positivisme, et qui est en fait une approche tout à fait différente de la maladie et de la santé. J'ai mis très longtemps à me décider, parce qu'évidemment, quand on dit des choses aussi étranges que celles que je viens de vous dire, on passe ou pour un fou ou pour un charlatan. J'ai la chance en France d'être suffisamment connu, d'appartenir à suffisamment d'organismes officiels, à des commissions interministérielles, à des commissions techniques, etc., pour que lorsque je mets ma signature en bas d'un rapport, on ne dise pas que c'est l'œuvre d'un fou ou d'un charlatan. Et puis, je suis vieux, il peut m'arriver un accident, malgré que je ne me sois jamais senti aussi jeune et en aussi bonne santé, il peut m'arriver un accident, je n'ai pas voulu courir le risque que tous ces travaux disparaissent. Le danger, s'il existe, est qu'un autre, plus heureux que moi, trouve un jour l'homologue, soit de l'électroscope à feuille d'or, soit du tube à limaille de Branly, c'est-à-dire le moyen de détection directe et immédiate de ces ondes, et s'approprie la découverte. Eh bien, mon Dieu, je vous dirais que je ne le redoute pas. Actuellement, où nous en sommes, si cette chose arrive à s'imposer, c'est un tel bouleversement dans l'humanité, car jusqu'à présent, nous n'avons pas découvert avec ça le moyen de tuer les hommes, figurez-vous. Nous n'avons trouvé que le moyen de les guérir. Et c'est tellement exceptionnel à notre époque, où chaque découverte se double immédiatement d'un moyen de destruction, c'est tellement anormal que j'ai pensé que le risque valait d'être couru.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux d'abord faire une petite rectification. Si j'ai été un des éléments principaux de la découverte dont je vais vous entretenir, je n'en ai pas été le seul artisan. Cette découverte a pris naissance lors des travaux qu'à la section scientifique de l'armée, à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir, nous nous livrions avant la dernière guerre et où j'avais l'honneur d'être le collègue de grands savants comme René Barthélemy, l'homme à qui nous devons le radar et la télévision, à des polytechniciens comme Christian Beau et Rabu, à des médecins presque universellement connus comme le médecin général Morel, et c'est l'association de tous ces grands esprits à la recherche de quelque chose de nouveau qui a conduit à cette découverte. Évidemment, je m'y suis attelé, j'ai travaillé, et petit à petit, nous l'avons vu sortir des limbes. Elle apparaissait tellement extraordinaire qu'un jour, le grand René Barthélemy disait à ses collègues à l'Institut: « Je me demande si nous ne nous trouvons pas en présence de la plus grande invention du siècle. » La dynamisation est surtout connue effectivement par Marcel Violet, qui est le premier à avoir conçu des dynamiseurs au début des années 1940. En fait, c'était la continuité de travaux déjà préexistants, notamment de Lakowski en ce qui concerne l'oscillation cellulaire, et puis donc d'autres personnes qui, dans les années 30, comme Bignan, avaient aussi mis des procédés de traitement et de soins des gens par des ondes et des émetteurs de fréquences et d'ondes. Donc Marcel Violet, lui, ayant connaissance de ces travaux-là, a repris en route ce que d'autres avaient commencé, et il a avec des collègues à lui, ils ont commencé à concevoir ce qu'on a appelé le bio-oscillateur Marcel Violet. Alors initialement, le premier système était très simple puisqu'il consistait avec une antenne branchée, posée sur le toit et reliée par un cordon électrique à un petit accumulateur qu'il avait conçu lui-même. Il emmagasinait l'énergie captée par cette antenne, et ils se sont rendus compte qu'en branchant il y avait deux bornes sur son accumulateur. En branchant à une extrémité un fil qui venait de l'antenne, et sur l'autre borne, en branchant un autre fil métallique plongé dans de l'eau, ils sont aperçus qu'il y avait une perte de masse métallique. Donc ils ont déjà commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose, et puis par la suite, en voulant analyser, ils sont aperçus qu'en mettant des ampoules sur ce fil, les ampoules s'allumaient. Donc suite à ça, ils ont commencé à vouloir vraiment connaître la nature du courant qui passait dans ce fil. Mais ça, c'est vraiment le premier appareil de départ. Qu'en posant à chaque fois une ampoule, les ampoules s'allumaient à chaque fois. Donc ils ont voulu mesurer quelle était la nature du courant au niveau du voltage, de la puissance. Donc ils ont pris des instruments de l'époque, et les instruments n'indiquaient rien. C'est-à-dire que les ampoules effectivement s'allumaient, c'est-à-dire qu'un collègue à Marcel Violet lui avait apporté une valisette avec à peu près 1 millier d'ampoules étalonnées au niveau des fréquences, et à chaque fois qu'il posait une ampoule sur le fil, elle s'allumait. Donc, suite à ça, ils ont voulu effectivement vérifier. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que les ampoules s'allumaient, mais que les instruments pour mesurer la nature du courant, en fait, indiquaient strictement rien. Et ils se sont même rendus compte que les ampoules s'allumaient, mais qu'au bout d'un certain temps, elles s'éteignaient. Donc, on peut penser qu'il y a une forme de pulsation
de l'énergie qui est produite. On n'est pas dans du courant électrique qui, lui, quand l'ampoule est allumée, l'ampoule reste toujours allumée. Or là, c'est différent. L'ampoule s'allume à un certain temps, puis elle s'éteint. Et quand ils ont mis ces ampoules de côté et que la semaine suivante, ils les ont de nouveau reposées sur le fil, de nouveau elle s'allumait, et elle s'allumait pendant un certain temps. Et ensuite, elle s'éteignait. Donc on peut penser qu'il y a quelque part une notion de pulsation de cette énergie. Il reprend l'exemple effectivement de l'eau d'orage, car lorsqu'il pleut et qu'en plus il y a un orage, cette eau est chargée en énergie. Et donc on s'aperçoit effectivement que dans une ferme, les canards, les poules, les animaux vont avoir tendance à aller consommer cette eau plutôt que l'eau qu'ils ont dans leur abreuvoir. Ce qui signifie que cette eau a forcément une force vitale qu'elle n'a plus quand elle est dans un abreuvoir et qu'elle stagne. Donc ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il a plus ou moins reproduit cette eau de pluie, qui est très dynamisante puisqu'elle est chargée probablement en énergie cosmique ou énergie ambiante en fait. 6 des derniers mois de sa vie, a essayé de trouver le détecteur de la 4e famille. Et il ne l'a pas trouvé et il n'est pas encore trouvé. Nous en mesurons les effets, mais nous ne pouvons pas les détecter autrement que par les effets. Eh bien, nous pensons que ça va là parce que nous avons exploré avec suffisamment de soin tout depuis 0 jusqu'à 10 puissance 24, sans trouver ces radiations dont nous voyons les effets, mais que nous ne pouvons pas détecter. Et ensuite, parce qu'une loi mathématique, je vous ai donné les chiffres 10 puissance 4, 10 puissance 12, 10 puissance 24, ce sont les jalons d'une chaîne qui automatiquement, jusqu'à 10 puissance 40 et 10 puissance 72. Il y a donc peut-être une 5e famille d'ailleurs, mais nous n'en sommes pas là, nous ne sommes qu'à la 4e. Et cette 4e famille, c'est incontestablement, ce sont les ondes vitales, ce sont les ondes qui sont à la base de la vie. Vous me direz, c'est très joli de proférer une semblable affirmation, est-ce que vous pouvez le démontrer? Eh bien oui, justement, c'est que nous l'avons démontré en laboratoire. Et nous ne nous prenons pas du tout pour des illuminés ou pour des envoyés de Dieu en disant que nous avons créé de la vie dans de la matière inerte. Nous avons refait en laboratoire ce qui s'est passé sur le globe alors qu'il se refroidissait petit à petit et que la vie n'était pas apparue. Nous avons mis en ampoule de l'eau de mer, filtrée avec le plus grand soin, stérilisée avec le plus grand soin par tous les moyens connus, et ces ampoules traitées, au bout d'un temps d'ailleurs très long, puisqu'il n'est jamais inférieur à 72 heures, nous avons vu apparaître dans ces ampoules des filaments, des points noirs, des nuages, et tout ceci, analysé, cultivé, s'est révélé être les filaments des chaînes de levure, les points noirs des spores de champignons et les nuages gélatineux de la matière vivante. Pour Marcel Violet, c'est ce qu'on appelle l'énergie cosmique. Maintenant, comment la qualifier, comment la mesurer, comment la définir? Il faut savoir qu'à l'époque, il le dit d'ailleurs lui-même, ils étaient en présence de quelque chose qu'ils étaient incapables de définir. Parce qu'il n'y avait pas les instruments pour mesurer, et en même temps, c'était la première fois qu'ils découvraient les effets de cette énergie. L'action des métaux, c'est autre chose, car il le dit lui-même. Ce qui est important finalement dans la dynamisation de l'eau, c'est les ondes biologiques, ces ondes qui se situent entre 10 puissance 24 et 10 puissance 40, qui d'ailleurs sont captées par l'odorat. Ces ondes-là, en fait, pour lui, c'est ce qui est majeur dans les phénomènes observés, aussi bien végétal, animal que humain. En ce qui concerne les métaux, c'est surtout un apport directif, en fait.
C'est-à-dire qu'en dynamisant avec un métal, on va agir, on souhaite avoir une action définie et précise en fonction de la nature du métal. Donc là, il y a plus un aspect thérapeutique. Mais initialement, c'est quand même les ondes biologiques qui sont fondamentales au niveau de la dynamisation et de l'absorption de cette eau. Alors initialement, c'est une expérience qu'ils ont faite avec de l'or. Donc évidemment, ils ont pesé méticuleusement la masse d'or. Ensuite, ils ont dynamisé l'eau avec. Et ils se sont rendus compte, une fois que la dynamisation était terminée, qu'il manquait une certaine quantité d'or sur l'électrode. Donc fort logiquement, ils en ont déduit que cet or se retrouvait dans l'eau. On devait la retrouver dans l'eau. À partir de là, ils ont pris un réactif correspondant qu'ils ont mis dans l'eau. Ce réactif devant indiquer la présence d'or dans l'eau. Et ce qui s'est produit, c'est que le réactif a indiqué rien du tout. C'est-à-dire qu'il manquait une masse d'or sur l'électrode, mais bizarrement, cette masse d'or, on ne la retrouvait pas dans l'eau. Donc ils se sont posé des questions, ils ont compris qu'ils avaient transformé en réalité de la matière en énergie. Ils ont donc scellé le récipient dans lequel ils avaient traité avec de l'or, et puis ils l'ont mis quelque part dans un coin. Et quelques mois plus tard, en arrivant dans le laboratoire, ils se sont rendus compte que le récipient était tout rouge, ce qui indiquait la présence d'or dans l'eau. Mais par contre, cette eau-là n'avait plus d'action au niveau énergétique. Donc de ce constat, ils en ont effectivement tiré la conclusion qu'ils avaient effectivement transformé de la matière en énergie. Et au bout d'un certain temps, lorsque l'eau perdait toute cette énergie, cet or qui était momentanément transmuté au niveau énergétique redevenait à nouveau sous une forme matière. D'ailleurs, il fait bien l'explication en disant qu'en fin de compte, si on prend une échelle, à une extrémité il y a la matière et à l'autre extrémité il y a l'énergie. Et sur le trajet, il y a différents niveaux où à chaque fois il y a une transformation correspondante, jusqu'au moment où on arrive dans la matière et où là, l'énergie, et en tout cas lorsqu'on a affaire à des métaux, à ce moment précis, à ce niveau précis, on passe effectivement de la forme énergétique à la forme physique matérielle. Non, nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Toutes ces questions ont été élucidées. Nous savons quelle est la durée de l'eau. Nous savons pourquoi on ne retrouve pas les métaux, parce que nous avons défini d'une façon précise qu'entre l'énergie qui est à une extrémité de la chaîne et la matière stable qui est à l'autre extrémité, il y a des plans énergétiques différents qui vont en dégradant l'énergie, et à un moment donné, il y a une frontière bien nette où la molécule de matière passe de l'état de molécule à l'état naissant, c'est-à-dire de molécule vivante, à l'état de molécule à l'état né, c'est-à-dire de molécule morte. Et nous avons pu situer très exactement cette frontière. C'est déjà quelque chose. Par exemple, nous avons pu situer, et là, maintenant qu'on le dit, mais tout le monde dit, mais c'est absolument évident, quand vous chauffez de l'eau à 63 degrés, vous la tuez. 63 degrés, c'est la température de pasteurisation. C'est la température où l'on supprime toute vie. C'est la frontière entre la vie et la mort, entre l'énergie et la matière à l'état stable. Alors les essais, il y a eu de très nombreux essais qui ont été faits, notamment au niveau effectivement végétal, animal et humain. Les premiers ont été faits sur des animaux, sur des rats de laboratoire. Et l'une des premières observations qui était très intéressante, c'est lorsqu'ils ont injecté à des rats de laboratoire un poison mortel
dont effectivement l'animal ne peut pas résister, c'est-à-dire qu'il succombe. Et sur le groupe qui consommait de l'eau dynamisée, le poison ne fait pas d'effet, c'est-à-dire que l'animal va créer un kyste pour emprisonner le poison. Et ce poison étant mis à l'écart du principe vital de l'organisme, finit avec le temps, au bout de 3 mois, par perdre sa virulence et mourir. Et 3 mois plus tard, le kyste disparaît. Donc à partir de là, ils ont commencé à entrevoir l'intérêt de cette eau dynamisée. Donc ensuite, des essais ont été faits sur des plants de pommes de terre. C'est des essais les plus frappants parce que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire en fait. Donc sur les pommes de terre, ils ont dynamisé des plants de pommes de terre, évidemment toujours avec des groupes témoins, et ils sont aperçus que les pommes de terre dynamisées déjà donnaient beaucoup plus de rendement. Vous savez que quand on plante des pommes de terre, si vous en gardez de votre récolte pour les planter, vous aurez une deuxième récolte plus mauvaise que la première. Et si l'on insiste, c'est une catastrophe. Or, voilà l'essai que nous avons fait. Nous l'avons fait à ma ferme et nous l'avons fait au Centre national de recherche de la pomme de terre à l'Institut de Saint-Germain-Chambourcy. Je vous cite différentes choses un peu en désordre parce que je ne sais pas trop comment les organiser. Vous savez d'abord que pour qu'une pomme de terre germe, il faut que le sujet qui a donné naissance à cette pomme de terre ait au moins 3 mois pleins en terre. À moins de 90 jours, une pomme de terre que vous remettez en terre ne germe pas, elle pourrit. Les pommes de terre traitées par nous, ou provenant de pommes de terre traitées par nous, germent à 55% à 75 jours. C'est déjà quelque chose d'énorme. Nous avons donc planté ensemble des pommes du plan neuf de Hollande et à côté du plan neuf traité par nous. La récolte a été très sensiblement meilleure dans le plan traité par nous. Nous nous y attendions, c'était très bien. Mais nous avons dit, nous allons les replanter pour voir un petit peu ce qui va se passer. Oh, vous allez avoir bien moins bien. Nous les avons replantés, après avoir retraité la récolte, bien entendu. Nous avons eu 6% en tonnage de plus que du plan neuf à nouveau. C'était déjà bien. C'était surtout bien parce que le plan neuf, il en faut 36 000 francs dans un hectare. Tandis que le morceau de récolte que vous représentez ne représente que 6 000 francs. C'est donc déjà très intéressant. Mais quand nous avons envoyé ces pommes de terre à analyser, il s'agissait de pommes de terre industrielles, Panthère et Voran. La féculerie a été immédiatement alertée en nous disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, vous le voyez bien, ce sont des Panthères et des Vorans. D'où viennent-elles? Pourquoi? Il y a 23% de fécule au lieu des 17 que nous sommes habitués à trouver dans ces pommes de terre. Ah, tiens. Nous avons encore conservé du plan dans cette récolte. Nous l'avons retraité, nous l'avons replanté. 27% de fécule. Là-dessus, je reçois la visite d'une délégation des féculiers de France en me disant, c'est bien simple, vous allez nous mettre tous en faillite. Parce que le marché de la fécule est très limité. Si nous nous mettons à traiter des pommes de terre à 27% de fécule, d'abord les gens ne vont plus nous acheter de semences, c'est nous qui sommes les fournisseurs de la semence d'abord, les acheteurs des pommes de terre, nous les traitons, mais au lieu de 4 mois de saison de pommes de terre, n'est-ce pas, mais en 2 mois et demi, nous allons faire la quantité de fécule. Et puis nous n'allons pas acheter la quantité que nous achetons, puisqu'avec vos 27% de fécule, il en faut presque moitié moins. Ça ne va pas, nous allons sauter. Si vous répandez votre procédé, nous allons sauter. Et là, c'était la grande question, quand il a demandé à des médecins si des essais pouvaient être faits. Là, évidemment, il y a eu un refus parce que les médecins hésitaient. Ils avaient peur d'effets similaires aux rayons X
Et du coup, c'était pas quelque chose. Enfin, on n'osait pas. Mais comme le hasard fait bien les choses, Marcel Violet a fait un infarctus du myocarde, mais très grave. En juillet 42, un infarctus du myocarde assez grave puisque je suis resté 6 heures dans le coma. Il faut vous dire qu'en 14, j'étais pilote de chasse, que je me suis fait descendre également en juillet, c'est un mois qui ne me réussit pas, que j'ai été trépané, qu'en novembre, alors que j'étais encore en bien mauvais état, j'ai attrapé la grippe espagnole, que bien entendu j'ai failli en claquer et que j'en suis sorti extrêmement touché. Disons que le bilan médical n'était pas très brillant. Le centre de recherche médicale et scientifique auquel j'appartenais, où j'avais comme collègue le professeur Porte, le président de l'Ordre des médecins en France, me regardait d'un œil très inquiet. Bien entendu, j'ai dû arrêter tout travail et je suis devenu un très vieux monsieur. Si vous voyez mes photographies de l'époque, j'ai à peu près 20 ans de moins qu'aujourd'hui, de plus qu'aujourd'hui. Et en 45, ça allait tellement mal que Porte a dit à ma femme, si Monsieur Violet a des précautions à prendre, Madame Violet, il faut les lui faire prendre vite. Qu'est-ce que vous appelez vite, docteur? 2 mois, peut-être 3. Or, à l'époque, j'avais déjà constaté que cette eau avait une action indiscutablement tonique sur les organismes vivants, mais quand j'ai parlé à des médecins de faire des essais, ils ont levé les bras au ciel, en me disant « Ouh, pensez-vous que nous allons utiliser ça? Vous nous dites vous-même que vous êtes à des fréquences au-delà des rayons X. Or, vous savez ce qu'ont donné les séquelles des rayons X, n'est-ce pas? Il faut faire toutes sortes d'essais avant parce qu'on ne sait pas et tout. Mais moi, qui voyais très bien où j'en étais, j'ai dit les séquelles, ça peut intéresser d'autres, les résultats, retardement, ça peut intéresser d'autres. Moi, actuellement, ça ne m'intéresse pas, tant pis. Je risque le paquet. Et je me suis mis à boire de cette eau d'une façon d'ailleurs absolument déraisonnable. Le résultat est absolument stupéfiant. 4 à 5 mois après, je ne présentais plus la moindre trace de l'infarctus du myocarde. Donc c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau biologique. Suite à ça, un essai a été fait aussi dans un hôpital de Roubaix, où là, tout le responsable en fait a demandé à Marcel Violet de lui fournir ses appareils, et il a mis tout l'hôpital sous eau dynamisée pendant 6 mois. Donc malade, personnel soignant, tout le monde y est passé pendant 6 mois. Et 6 mois après, ils se sont rendus compte que la maladie, le délai de convalescence diminuait d'un tiers, que le personnel soignant était en meilleure disposition. Et donc la sécurité sociale s'étant rendue compte de ce qui se passait, elle a voulu savoir quelle en était la raison. Ce qui, les intéressait, parce que ce qu'ils souhaitaient, c'est d'avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de l'eau dynamisée. Donc ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils utilisaient. Ils ont amené de l'eau et on a fait une analyse d'eau, de l'eau qui était consommée par les personnes malades. Et pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il faut justifier de ce qui se trouve dans l'eau. Quel est l'élément qui permet d'obtenir ce genre, des résultats. Évidemment, quand ils ont contrôlé, quand ils ont pris les microscopes et qu'ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Parce qu'en fin de compte, c'est de l'énergie et donc ils ne pouvaient pas l'avoir au niveau des appareils de test. Donc du coup, l'AMM a été refusée. Mais ce qui en soi n'était pas un problème parce que les personnes qui ont étudié cette eau-là ont reconnu qu'il y avait un effet. Donc il y avait vraiment un effet très positif, que ça favorisait en fait l'immunité et que ça augmentait la résistance des personnes, que ça donnait beaucoup plus de tonus. Cependant, comme ce n'est pas un médicament, il ne peut pas avoir l'AMM. Donc l'eau violet n'a jamais eu d'autorisation de mise sur le marché, bien qu'elle ait été reconnue officiellement par les autorités comme étant très bénéfique pour les personnes.
malgré les déductions qui s'imposent. Donc, pour qu'il y ait maladie au sens médical du mot, il faut deux choses, et la maladie est un produit de ces deux facteurs. Il faut une attaque définie, n'est-ce pas? Et il faut un terrain qui permette à cette attaque définie de s'installer. S'il n'y a pas le terrain apte à laisser l'attaque se développer, elle est condamnée à l'échec. Il y a donc des individus qui ne peuvent pas tomber malades. Et j'ai la prétention maintenant d'être un de ces individus. Déjà, le corps humain est composé pratiquement au même pourcentage d'eau que notre planète. Donc déjà, ça signifie quand même bien que l'eau est le facteur le plus important au niveau de la santé. Ensuite, quand on s'informe et qu'on commence à lire des ouvrages qui traitent de l'eau et qu'on commence à étudier un peu des personnes comme Louis-Claude Vincent, on a déjà des critères importants qui déterminent en fait la qualité d'une eau et surtout la qualité idéale pour la santé. Et donc on s'aperçoit que Louis-Claude Vincent a défini 3 facteurs, le pH, l'oxydoréduction et la résistivité. Il les a définis avec des critères très précis. Et quand on arrive déjà à avoir une eau qui se rapproche de ces critères-là, on est déjà bien orienté. Ensuite, il y a les systèmes pour filtrer l'eau, puisque la majorité des gens boivent les eaux soit de leur concession chez eux, soit ils achètent des eaux en bouteilles minérales ou des eaux de source. Bon, on sait simplement que les eaux de source, certaines eaux de source sont beaucoup trop minéralisées et le corps n'assimile pas ces minéraux inorganiques. De par sa nature, seules les plantes ont la possibilité d'assimiler les minéraux inorganiques pour les transformer par photosynthèse afin que ces minéraux soient assimilables par les organismes animaux et humains. Donc, on ne peut pas, nous, assimiler directement des cailloux dissous dans l'eau. Donc l'eau la plus adaptée pour la santé, c'est l'eau faiblement minéralisée. Or, il existe sur le marché des systèmes de filtration comme l'osmose inverse, que moi-même j'utilise, et sont des systèmes qui vont éliminer 90% de tous les contaminants de l'eau et qui vont restituer une eau faiblement minéralisée. Et ensuite, évidemment, en tant que fabricant, j'utilise le dynamiseur d'eau Olidine pour dynamiser cette eau, pour lui donner un plus supplémentaire qu'un osmoseur ne peut pas lui donner. Car l'osmose, ça sert à filtrer l'eau, mais ça ne sert pas à réénergétiser l'eau. Donc avec le dynamiseur Olidine, je vais obtenir la même chose que ce que faisait Violet, avec le bio-oscillateur Violet. C'est-à-dire qu'en dynamisant, je vais générer des ondes biologiques, aussi des ions négatifs, qui sont des ions d'hydrogène négatifs. Et puis après, si j'ai un problème particulier, je vais pouvoir effectivement dynamiser un métal en fonction d'un problème donné. Et ce métal, je l'aurai sous une forme qui n'est pas vraiment une forme ionique, malgré qu'on emploie le terme ionique. C'est plutôt la longueur d'onde du métal qui est communiquée à l'eau. Donc on est dans un oligo-élément qui est vraiment à l'état de naissant.
C'est en 1949 que mon père, j'ai fait des études d'ingénieur électronicien, m'a demandé d'étudier un appareil pour permettre les mesures de pH, RH et résistivité sur tous les produits, en particulier au point de vue biologique, le sang, la salive et l'urine. Alors cet appareil, on l'a mis au point, et je l'ai mis au point, et en 1952, mon père m'a envoyé au Liban, où je l'ai rejoint, et on a commencé les mesures de bioélectronique dans les hôpitaux français et américains qui étaient alors au Liban. Alors la faculté de médecine de Lyon avait un hôpital. D'ailleurs, cet hôpital était géré directement par la faculté de médecine de Lyon, et l'hôpital américain était tout à fait indépendant. Lui était géré par les Américains avec des fonds privés. Alors on a fait des mesures. On a fait des mesures pendant plus de 6 mois, tout à fait en aveugle, puisque la plupart du temps, on nous donnait le sang, la salive et l'urine des personnes sans savoir exactement ce qu'elles avaient. Et d'après ces mesures, on devait faire des diagnostics médicaux qui en général étaient confirmés. Ce qui l'a amené un peu à la bioélectronique, c'est que là, il s'était aperçu qu'il y avait une correspondance entre la santé des gens et l'eau qui était distribuée dans les villes ou les villages. Et on peut dire qu'il y a une relation certaine entre l'alimentation en eau et, si vous voulez, la santé des personnes de ces villes et de ces villages. Et ce qu'il y avait en plus, il fallait que cette eau soit recueillie par un système d'assainissement pour pouvoir, parce que vous aviez dans beaucoup de villes, si vous mettiez un service d'eau, vous aviez souvent les gens qui utilisaient l'eau à tort et à travers, elle circulait dans les rues et tout, ce qui a emmené dans certains cas des pollutions indirectes. Très simple, c'est que vous avez le pH, vous déterminez, si vous voulez, si un produit, si le pH, la neutralité est 7,35, théoriquement, il y en a dit 7,20, d'autres 7,14, enfin, mettons 7,14. Les pH inférieurs à 7,14 sont acides, les pH supérieurs à 7,14 sont alcalins. Et vous avez ensuite, ça vous donne donc l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Ensuite, vous avez le RH2. On appelle ça le potentiel d'oxydoréduction. Donc, vous avez la neutralité normalement à 28. Donc, les RH2 inférieurs à 28, on appelle ça, sont réduits. C'est-à-dire qu'ils sont riches en hydrogène moléculaire. Les RH2 supérieurs à 28 sont oxydés, donc ils sont riches au contraire en oxygène. Donc ils sont oxydés. Et ensuite, vous avez la résistivité qui vous donne la concentration en ions. Donc évidemment, il faut, pour que ces mesures soient valables, il faut que ça soit des solutions où il y ait du liquide dedans. Si vous prenez un sel sec et tout, ces mesures ne peuvent pas... Il faut que ce soit des solutions hydriques. Donc vous avez la concentration en ions,
vous avez donc, elle s'exprime en ohm, en principe. Donc une eau, par exemple, si on prend une eau que mon père qualifiait de bioélectroniquement satisfaisante, c'est une eau qui devait être acide, légèrement réduite, et ayant la résistivité la plus importante possible. Quand on fait des analyses bioélectroniques, ça vous permet d'abord, il y a à la base, mon père disait 75% de nos maladies, ça vient de l'eau. Parce que c'est vrai qu'on est composé à 80% d'eau. Donc si vous, déjà au départ, vous avez une alimentation qui est déficiente, ça intervient pour votre santé. Alors évidemment, vous avez les aliments également. Si vous avez des aliments qui sont mauvais au point de vue bioélectronique, vous avez tout ce qui est des aliments qui sont, vous avez des aliments qui sont, comment dirais-je, alcalins oxydés, ça ne peut pas favoriser votre santé. Donc il y a des mesures à faire. D'ailleurs, il y a quelqu'un, vous avez entendu parler, le docteur Brécy, qui avait... Non, vous ne connaissez pas? Il avait fait un livre comme ça, il avait fait un livre sur les mesures bioélectroniques. Il avait un appareil et il avait fait une étude intéressante sur tout un tas de produits. Mais même, vous prenez simplement le pain. Vous prenez entre un pain, par exemple, biologique et un pain courant du commerce, la levure n'est pas la même, souvent c'est des levures chimiques, etc. Donc vous avez des mesures, vous avez certains pains, ils sont mauvais pour la santé, en prenant que le pain. Vous prenez par exemple les fruits ou les légumes. Moi j'ai vu des salades avec des chiffres aberrants, parce que la salade avait été traitée avec des pesticides, et alcalins et oxydés. Hein. Et vous avez aussi, par exemple, tous les agrumes et tout, vous allez voir le nombre de traitements qu'ils font. Donc, en principe, ce qu'il faut éviter de faire, vous avez des gens, par exemple les oranges ou les citrons, qui font tremper les zestes ou les machins. Là, il faut évidemment éviter à mesure de consommer l'enveloppe extérieure de ces fruits et de légumes, quoi. Un certain nombre de personnes qui se plaignent de maux d'estomac, et alors qu'ils croient que c'est une hyperacidité de cet organe qui provoque les maux ou les ulcères. Et en réalité, on s'est aperçu que c'est le contraire qui se passe, c'est que l'estomac devient alcalin, ou tout au moins une partie de l'estomac devient alcalin, puisque vous avez la bile qui peut remonter dans l'estomac, et à ce moment-là, ce n'est pas un plâtras alcalin qui simplement, pour le moment, atténue la douleur, mais il faut donner à l'estomac une boisson acide, c'est-à-dire souvent un jus de citron ou alors de l'eau vinaigrée, qui permet de retrouver à l'estomac de retrouver son acidité normale, puisque le pH de l'estomac normalement se tient aux alentours de 2, puisque c'est pratiquement de l'acide chlorhydrique. Hein. Et puisque cette acidité du bol alimentaire ensuite est neutralisée à la sortie par l'apport de bile. Donc vous avez là, si vous voulez, la neutralisation de l'acidité par la bile qui est apportée. Et c'est pas la bile qui doit remonter dans l'estomac et qui l'agresse à ce moment-là, puisqu'il perd son acidité. Il y a une chose quand même qui est, je ne sais pas, c'est le milieu médical qui le veut. Hein. Vous avez la sécurité sociale, si on vous parlait de bioélectronique, vous faites une analyse bioélectronique, un laboratoire facture, je crois,
je ne sais pas combien, 80 €, 100 €, hein, et la sécurité sociale en rembourse 20. Donc il faut déjà avoir envie de faire de la bioélectronique pour connaître la bioélectronique. Et je vous dis, ce qui handicape la bioélectronique, c'est que vous ne pouvez pas, le médecin ne peut pas faire d'analyse, puisque c'est un laboratoire théoriquement qui le fait. Ou alors il faut que ce soit un médecin vraiment libre, et puis qu'il y ait un laboratoire avec lui, avec une infirmière, pour faire les prises de sang, pour faire les mesures, etc. Donc la difficulté est là. Donc si vous prenez déjà, au point de vue prix, vous êtes mal remboursé, et puis vous avez un délai entre le moment où vous faites la mesure, l'interprétation par le médecin, etc. Parce que si vous prenez par exemple simplement le programme bioélectronique, vous avez vos mesures. Le programme vous donne le facteur global, la vitalité, l'âge que vous avez. Et si vous avez 40 ans et puis que le bioélectronique vous donne 80, là, il y a quelque chose de normal. Si vous donne 45, bon, vous êtes si vous donne un âge inférieur, vous êtes au-dessus de la normale. Comprenez? Vous avez une interprétation à faire. Mais ce qu'il y a, je pense qu'actuellement, la médecine a abandonné tout à fait ces mesures de milieu, hein. Non, ils veulent faire le travail sur un organe, trouver pourquoi cet organe est malade. Mais là, c'est une mesure globale qu'on fait, ce n'est pas une mesure spécifique sur un organe donné. Donc la difficulté est là. Et si vous regardez actuellement, ben, vous avez un tas de... bon, vous faites une analyse de sang chez un patient qui est malade, sans savoir exactement quel est l'organe qui est déficient. Ensuite, ils vont vous faire passer des radios. Ensuite, maintenant, c'est le scanner. Hein? Ils appellent ça la tomographie, bon, le scanner. Et puis après, vous rien trouverez au scanner, c'est la résonance magnétique, l'IRM plutôt, l'imagerie en résonance magnétique. Donc, remarquez, c'est très coûteux. Mais ça vous permet de voir l'organe qui est malade. Voilà. Donc c'est assez difficile de mettre en opposition, si vous voulez. Non, ce qu'il y a, la bioélectronique est intéressante pour les personnes qui, si vous voulez, sont en bonne santé, qui voudraient connaître si ça évolue de manière normale. Mais en général, c'est les gens qui sont malades qui vont faire les analyses. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'engrenage de la sécurité sociale. Je vous dis, les analyses classiques de sang, d'urine, et puis après les analyses plus profondes. Voilà le système actuel. Mais de toute façon, les os qui subissent un traitement, n'importe lequel, vous êtes obligé à la sortie d'utiliser du chlore, ou alors des fois de l'ultraviolet, mais très peu, c'est souvent du chlore. Donc vous savez très bien que le chlore, c'est alcalin et oxydé, et puis vous avez le goût qui reste, donc c'est plus une eau de boisson, c'est une eau morte. De circonstances. Je dois dire que même étant étudiante, je m'étais intéressée aux analyses plus qu'au reste. J'étais interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes, au laboratoire de l'Hôtel-Dieu de Nantes, et j'ai donc effectué différentes analyses sur différentes choses. Enfin, ça m'intéressait. Donc, quand j'ai terminé mes études, je me suis installée, sans avoir de projet réel à l'époque, mais très rapidement, j'ai pensé, au fond, étant donné que la question m'intéresse, étant donné que les communications sont maintenant difficiles, je vais créer un laboratoire adjoint à la pharmacie. Et c'est dans le cadre
de ce laboratoire que je me suis amusée, si on peut dire, en dehors de ce qu'on me demandait, à faire des mesures sur différentes choses. Un représentant des eaux volviques qui me vante la qualité de l'eau très pure, tirée des rochers du Massif central. Enfin, très bien, il me dit que ça a été étudié par un ingénieur, Louis-Claude Vincent. Il a beaucoup travaillé sur l'eau, il écrit des articles. Je lui dis, vous en avez des articles? Il me dit, non, mais si ça vous fait plaisir, je peux vous en envoyer. Je dis, oui, ça m'intéresse. Et effectivement, il m'a envoyé des articles écrits par Louis-Claude Vincent. Quand j'ai lu les articles de Vincent, j'ai dit, celui-ci, il y a une technique qui dépasse ce que j'ai eu entre les mains, mais à propos de l'eau, on dit exactement la même chose. Et j'ai écrit à Vincent. Alors, il faut vous dire que Vincent lui-même a eu passablement de problèmes. Il a été lui aussi attaqué un peu de tous les côtés parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Donc Vincent reçoit une lettre où quelqu'un ne le contredisait pas. Il s'est dit, il faut y voir clair. Il m'a téléphoné. Il est venu à Nantes, je l'ai reçu dans le bureau de la pharmacie. Et on a parlé longtemps. Puis finalement, il me dit, écoutez, je vais vous demander un service. Je vais vous mettre un appareil entre les mains. Il ne vous coûtera rien. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Mais quand vous aurez une opinion, il faudra me dire la vérité. Ça vaut quelque chose ou je donne un coup de pied dedans. Il n'y a jamais eu de coup de pied dans l'appareil. La bioélectronique dit beaucoup de choses. Maintenant, de là à dire que son action est exclusive, ça, je ne vais quand même pas jusque-là. Je pense que le maintien de ce pouvoir rotatoire, si l'association en avait la possibilité, et si quelqu'un en avait aussi le temps, parce qu'il y a une question de temps aussi qui se pose, de disponibilité, bien, il serait intéressant, à mon avis, de lui adjoindre la polarimétrie pour voir justement les caractères d'une même eau prise à un état stagnant et prise à un état vivant, si on peut dire. Est-ce que ce qui est synthétique n'a certainement plus le pouvoir tourbillonnaire, ou à supposer qu'il en est un, il n'est certainement pas le même que ce qui est normal. Il y a certainement une différence, certainement. Et cet usage des eaux, de services d'eau, c'est considéré comme très bien, comme très sain, parce que c'est très surveillé officiellement. Est-ce que ça ne joue pas un rôle? Est-ce que ça ne modifie pas, ou est-ce que ça ne bloque pas ce système tourbillonnaire, puisque vous savez que le sang lui-même est animé d'un mouvement tourbillonnaire dans les artères, dans les veines. Alors, si c'est bloqué, on parle beaucoup actuellement de phénomène de déshydratation, mais est-ce que l'eau modifiée a la possibilité de se fixer sur les tissus vivants comme une eau normale? Moi, je ne suis pas sûre du tout. Ça peut très bien jouer un rôle dans un certain nombre de maladies. On cherche des causes ailleurs. Est-ce qu'elles ne sont pas là? De toute façon, là aussi, vous aurez forcément un effet d'encombrement sur le plan résistivité. Ensuite,
L'effet, ça sera suivant la nature du produit utilisé. Il peut être alcalinisant, il peut être acidifiant, il peut être oxydant, réducteur, on n'en parle guère. Mais c'est tout différent. Il pourrait exister une médecine par les plantes qui serait certainement beaucoup moins nocive, beaucoup plus facile à supporter. Sinon, là aussi, ça ne fait pas l'affaire de l'industrie chimique. C'est complètement différent. Dans un milieu vivant, vous avez une harmonie de structure, une harmonie des proportions des produits existants que vous ne trouvez pas dans un produit chimique. J'avais fait une constatation sur un certain nombre de produits, c'est que à mesure qu'on diluait un produit, la résistivité électrique augmentait dans des proportions qui paraissaient disproportionnées, sans qu'il y ait pour autant de très grosses variations des autres facteurs pH et RH2. De toute façon, je suis favorable à l'homéopathie, c'est certainement... Ça n'a pas la nocivité, bien sûr, de l'allopathie. C'est différent. Ma foi, je l'admettrais très bien, tout autant qu'une médecine par les plantes, qui est à mon avis beaucoup trop négligée actuellement. Une place essentielle. Une place essentielle. Avant de savoir, de soumettre quelqu'un à un traitement quelconque, voir quel est l'ensemble des conditions de vie. Ne pas s'attacher uniquement à l'effet produit, mais aux causes qui sont susceptibles de le provoquer. Et ça, c'est trop souvent oublié, je pense. Parce qu'actuellement, les conditions de vie actuelles, c'est dégénéré, qu'il s'agisse des terres, qu'il s'agisse des légumes, des animaux même, qui sont soumis là aussi à des vaccinations intensives, et puis à un régime plus ou moins correct. Tout joue un rôle. Puis il y a aussi l'histoire de l'environnement. Très certainement, téléviseurs, ordinateurs, jeux vidéo, téléphone portable, four à micro-ondes, ce sont des émetteurs. Alors, au fond, on vit dans un milieu perturbé, et tout ce qui est alimentaire, et ce qui est également élément liquide, est perturbé aussi. Comment voulez-vous qu'on se porte bien et que ça dure vraiment? Évidemment, on peut dire on a prolongé la vie, d'accord. On a amélioré les conditions d'hygiène. Pas question de dire le contraire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont de travers. Ça touche évidemment à beaucoup de problèmes. Et ça remet en cause bien des conceptions actuelles. On est axé sur la chimie, sur les histoires microbiennes. Au fond, si vous vous attachez à la bioélectronique, ce sont tous ces problèmes-là qui vont être remis en cause. Alors, le conditionnement des esprits, y compris sur le plan médical, existe au niveau même de l'enseignement. Et c'est pas tellement facile non plus de s'en affranchir. Moi, évidemment, je me rends compte par moi-même, j'ai relevé un certain temps des anomalies que je ne comprenais pas, que je ne pouvais rattacher à rien. Je ne savais pas, on ne l'avait pas appris. Eh bien, l'enseignement actuel est certainement pire que celui que j'ai connu. Certainement. Je vous dis, je ne considère pas la bioélectronique
comme une chose exclusive, pouvant à elle seule définir tous les problèmes. Par contre, elle en définit beaucoup qui ne sont pas définis actuellement. Un humain en bonne santé s'adapte aux variations du milieu extérieur. C'est tout. Tout le problème est là. S'il est incapable de s'adapter, il y a un trouble quelconque quelque part qui prendra progressivement une amplitude. Il sera peut-être minime au départ, mais prendra une amplitude. On est fait pour s'adapter au milieu dans lequel on vit. Or, actuellement, on considère qu'on est les maîtres du monde et qu'on peut tout régenter. Il faut voir à quel prix. Celui qui peut le mieux en parler, je pense, c'est Pasteur lui-même sur son lit de mort. C'est Claude Bernard qui avait raison. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Autrement dit, une espèce microbienne ne subsiste que si le terrain lui permet de subsister. Seulement, s'attaquer au terrain, eh bien, problème de l'eau, problème de l'alimentation, des conditions de vie, vous remettez tout en cause. Et alors, effectivement, ce problème de vaccination, vous avez un commerce très fructueux par derrière. On ne tient pas du tout à savoir la vérité. Et on ne tient pas compte des dernières paroles de Pasteur. Il faudrait que ce soit vraiment général. Il faudrait que certaines vérités soient acceptées alors qu'elles ne le sont pas. Une régénérescence, jusqu'à un certain stade, doit être possible. Où s'arrête ce stade? Là aussi, je ne sais pas. Parce que j'aimais beaucoup m'occuper du jardin ici. Je ne suis plus capable de le faire. Mais enfin, ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe. Ben, j'ai eu, par exemple, toute une floraison de pâquerettes au mois d'octobre. Je n'avais encore jamais vu ça. J'ai eu des primes verts au mois de novembre. Je n'avais jamais vu ça non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tout le climat détérioré influe sur toute chose. Jusqu'où ça peut aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On crée des conditions sans se préoccuper des conséquences qui en résultent. Alors que ce soit sur le plan chimique, que ce soit sur le plan électromagnétique, cette histoire d'environnement, ligne à haute tension ou autre, on perturbe tout un ensemble. On s'en ressent obligatoirement. Bien sûr qu'ils sont à prendre en compte. Et c'est une chose dont on ne se soucie guère. J'ai évoqué ces problèmes dans un numéro de Sources Vitales qui s'appelle les résonances cosmiques. Vous avez des résonances suivant les heures, des résonances suivant les phases lunaires, qui sont très nettes, des résonances suivant les saisons. Seulement, là aussi, il ne faut pas croire que j'ai inventé tout ça. Il existe des références dont on ne tient absolument pas compte. Le décalage horaire qui nous est imposé est une absurdité. C'est ridicule. Je comprends très bien qu'on ne peut pas, région par région, changer les heures. Mais enfin, 2 heures de décalage, c'est ridicule. Actuellement, il y en a qu'un, bien sûr. Mais bientôt, il y en aura 2. Alors là aussi, ce sont des choses qui ne sont pas prises en considération. Et quant à nous dire que ça provoque des économies, ça reste à prouver. Mais enfin, ces influences sont manifestes. Nous sommes tributaires du milieu dans lequel nous vivons.
Et ce milieu, quel qu'il soit, est lui-même tributaire de l'environnement dans lequel il se trouve. Kutoka kwenye sakafu za bongo langu natamka ujumbe ulioimarika, toka kwenye akili iliyosimbika ni ujumbe ulioajibika. Tamaa si juu ya kile kinachosisimua, ni mikosi ya hisia usizoweza tosheleza. Kwenye kichwa fikra za nikaza shipa, na hisi chozi la faiza kupoteza ubikra lipozini na odipa. La punda teka shali lamba, maji shamwagika, dini shamkataza ndoa. Kilichopasa kwa cha bwana binafsi shakitoa. Leo penzi kwake ni lile la skari kaimati, hana karibu naye anayempenda binafsi. Chozi la mshuka taka hela yuapokea, kwake uzinifu hana budi ndio kazi ya kujilea. Ila tuache hiyo njoo kushoto, kama mafasa yanasema kweli sio ndoto. Nina kata tamaa napomcheki kama navyoshindwa kata mtungi. Mabintu wamona mang'aa, shatimiza tiba kadhaa, kama kususia sigara pombe kama chang'aa, bangi na merungi. Lakini wapi haubaraki mtungi, bado siku kadhaa wache kando tiba we kitenzi kwenye koo. Nina mshikaji Kariakoo, kewe hamhisi hana inchi timamu kwenye chupi. So much sadness fleeting, so much sadness floating, so much sadness fleeting.